je me présente, je suis Arnaud Boulet, chef du département Loiresque Crise à la DDT du Loiret, et donc en charge de la gestion du domaine public fluvial notamment. Et dans le domaine public fluvial, il y a les digues de protection contre les inondations. Merci beaucoup. Voilà. Alors, c'est très bien parce que mon collègue de l'EP Loire tout à l'heure a présenté un peu le contexte de la Loire. Donc, voilà, à peu près 900 km de digues, sachant qu'il y en a à peu près 600 km qui sont du domaine public fluvial et donc gérés par les services de l'État. Et en l'occurrence, dans le département dans lequel je suis, pour ce qui nous concerne, c'est le domaine public fluvial, c'est la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, pour 133 km. Le domaine public fluvial artificiel, où on a quelques tronçons de canaux, on a un canal, notamment le canal d'Orléans, qui est dans notre giron, et puis également donc, ces fameuses digues de protection contre les inondations, pour à peu près 145 km, et qui protègent 14 vals. Alors, nous, on fait la similitude val égale zone protégée, et ces 145 km de digues protègent 85 000 personnes. Donc, sachant que sur le bassin de la Loire, c'est à peu près 300 000 personnes qui sont protégées par des digues, et du coup plusieurs milliards d'euros de dommages si toutefois il y avait une inondation majeure de la Loire, du type des inondations de la fin du 19e siècle, 1846, 56 et 66, où du coup il y a eu des crues de période de tour d'à peu près 170 ans, qui ont causé d'importants dégâts et qui, si elles se reproduisaient aujourd'hui, seraient encore plus dommageables. Alors, une petite cartographie pour vous présenter un petit peu la situation dans le département du Loiret. Vous avez la position des 14 systèmes d'endiguement, des 14 zones protégées à proprement parler. Elles sont de plus ou moins grande importance. On a des petits systèmes plutôt sur la partie est du département, quand on est du côté de Châtillon-sur-Loire, Saint-Firmin, qui protègent quelques centaines de personnes. Et puis on a également un gros système d'endiguement, une grosse zone protégée, le Val d'Orléans, en rouge là sur la cartographie, qui elle concentre plus de 65 000 personnes. Le Val d'Orléans est identifié comme territoire à risque important d'inondation au titre de la directive inondation, rattaché également à quelques autres systèmes tels que le Val de Boue, le Val de Châteauneuf, qui sont également dans ce périmètre. Et la mise en œuvre de la stratégie locale de gestion du risque inondation ne s'applique pas qu'au seul TRI, elle s'étend également sur les systèmes d'endiguement à l'amont, qui sont assez dimensionnants pour le système d'endiguement du Val d'Orléans, Val d'Ouzouer et Val de Sully, qui, en cas de fonctionnement normal ou de défaillance des systèmes d'endiguement, permettent de décréter une partie du débit qui passe dans la Loire, en fait. Les digues de Loire, en tout cas dans notre département, c'est surtout des digues en remblai. Alors, Bruno Bellac nous a présenté les différentes typologies qu'on pouvait rencontrer en France. Voilà, nous, on est typiquement dans le cas de figure de digues en remblai en terre, avec recouvert par de la terre végétale qui est enherbée. Donc une gestion de la végétation qui est nécessaire. Des parties périllées qui peuvent exister, qui sont cachés par la terre végétale, des systèmes qui permettent de rehausser un petit peu la protection, tels que des banquettes, des murets, etc. Un corps de digue plutôt en matériaux sablo-limoneux, et puis un substratum qui présente différents faciès. On peut avoir des couches plutôt argileuses, des alluvions sablo-graveleuses. Et puis le contexte du Loiret, notamment sa partie ouest, c'est un substratum calcaire fortement karstifié, qui nous pose quelques soucis, tels que vous avez pu voir sur les photos présentées par le collègue de l'EP Loire également, et que je vais vous représenter tout à l'heure, je crois. Donc nos missions de gestionnaire de digues.
Donc c'est l'entretien et la gestion courante des digues. Alors, je vais passer vite fait sur cette diapo-là pour m'attarder un peu plus sur les illustrations. Vous voyez la même photo également que tout à l'heure. Donc voilà, une de nos missions, c'est de faire en sorte que la végétation sur l'élevé soit, on va dire, la plus rase possible, en tout cas qu'on n'ait pas de végétation ligneuse qui se développe. Dans ce cadre-là, on a à peu près 365 hectares de digues à faucher pour ces 145 km de digues en linéaire. Notre principe de gestion sur ce point-là, c'est de réaliser une fauche de printemps, en fait, entre mai et juin, sur certaines parties certains systèmes d'endiguement et une certaine partie du système d'endiguement, seulement le côté Val, en fait, pour que, en cas de crue de la Loire printanière, qui est une des périodes où on peut avoir des crues majeures de la Loire, on puisse effectuer de la surveillance en crue et visualiser les résurgences qui pourraient apparaître sur le talus côté Val. Et puis une fois qu'on a fait cette fauche de printemps, donc ça concerne à peu près 80 km de digues qu'on fait à ce moment-là, on lance le fauchage, on va dire classique, de l'ensemble des talus, chemins de service, côté Val, côté Loire, etc. Sur les 145 km de digues. Donc à partir de juillet, et on finit cette phase de fauchage péniblement en décembre. Voilà, des fois ça nous arrive de déborder un peu. Il se trouve qu'après les conditions climatiques sont plus compliquées pour faire évoluer nos engins, notamment dans les pentes, vous le voyez, où on a des trajectoires surbaissées, donc plus c'est humide et plus c'est glissant. Autre tâche qu'on effectue en tant que gestionnaire de digue, c'est de la réparation d'ouvrages hydrauliques. Donc là, c'est de la maçonnerie et de la montagnnerie qui va avec. On a des agents qui sont capables de faire ce type de travaux. Autres travaux qu'on garde dans la gestion courante, on va dire, quand même c'est pas nous qui les faisons, mais on fait appel à des entreprises de travaux publics et de terrassement pour faire ces travaux-là, c'est le traitement de terriers d'animaux fouisseurs et la mise en place de grillages anti-fouisseurs. Alors ça paraît un peu impressionnant comme ça, mais ça reste simple dans sa mise en œuvre en fait. On a plutôt des animaux fouisseurs qui viennent se positionner côté Val, notamment dans des secteurs qui ont été, de digues qui ont été renforcés par épaississement avec des matériaux sableux. Et les lapins, ils aiment bien ces endroits-là en fait. Quand bien même on n'a pas d'arbres sur la digue, ils aiment bien aller s'y mettre. Et du coup, on a des terriers assez régulièrement qui apparaissent. Et pour pallier le problème, d'une, on fait du furetage. Ça ne sert à rien de mettre du grillage anti-fouisseur si on ne fait pas un minimum de furetage d'animaux. Et puis une fois qu'on a fait le furetage, on déploie ce type de travaux pour aller réparer nos ouvrages. Autres travaux de gestion courante aussi, l'enlèvement de souches dans le talus, alors souvent c'est côté Loire du coup cette fois. On a eu des campagnes de retrait de végétation à différentes époques, et puis on n'est pas forcément venu dessoucher les différents sujets qu'on a pu abattre. Du coup, nous, à notre niveau, là, on intervient avec des campagnes de dessouchage, où l'objectif, donc c'est des souches qui vont pas très profondément en fait, au final dans le corps de digue. Elles s'arrêtent souvent au niveau du perré que j'ai pu vous montrer là sur la petite diapositive schématique de comment sont faites nos digues. Donc voilà, une pénétration assez peu profonde des racines, ce qui nous permet de les enlever assez facilement. Alors il faut quand même un peu de matériel pour le faire. Là aussi, on fait faire par des entreprises de terrassement. Et puis voilà, on vient également combler les trous qui sont formés pour reconstituer le perré si toutefois il est déstructuré. On vient combler les trous par de l'enrochement. Et après, on repositionne la terre végétale. On met de la toile coco pour que tout ça tienne. Et après, la végétation reprend ses droits et on revient faire du fauchage. Donc nos missions, c'est également la surveillance, hors crue et en crue. Alors je ne vais pas trop m'attarder à nouveau sur la surveillance, puisque là aussi le collègue de l'EPLOIR l'a abordé. Je vais juste vous expliquer un petit peu plus ce qu'on fait en termes de surveillance en crue, dans le cadre de la mise en œuvre des consignes écrites, bien entendu, et également de son annexe qui, chez nous, s'appelle le plan de surveillance d'élevé.
Donc le plan de surveillance d'Elvé, c'est le principe, c'est donc une surveillance graduée des digues à forts enjeux en lien avec le niveau de mise en charge. Notre principe, c'est on n'a pas les équipes, le nombre d'agents suffisant pour effectuer la surveillance des 145 km de digues, d'autant plus qu'on a certains systèmes d'endiguement qui sont ouverts à l'aval, qui du coup, en cas de crue de la Loire, il y a un remous assez important qui se met en place assez rapidement. Et à un moment donné, du coup, c'est plus nécessaire d'aller surveiller ces systèmes d'endiguement, sachant que les populations qui habitent dans la zone sont déjà évacuées parce que du coup le remous s'est mis en place. Donc sur les 145 km de digues, au final on n'en surveille que 90 km. Et donc c'est des digues à fort enjeu pour lesquelles il y a une graduation également de l'évacuation des populations qui se fait en lien avec la montée d'eau. Donc on a différents niveaux dans ce plan de surveillance d'Elvé, différents niveaux de surveillance. Lorsque on nous annonce une crue conséquente, on va dire au-delà d'une crue de période de 20 ans, alors je ne parle pas le débit parce que voilà, entre les débits du Rhône et les débits de la Loire, on n'est pas tout à fait sur les mêmes ordres de grandeur. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée en termes de période de retour, voilà, à partir d'une période de retour à peu près vingtenale, on commence à mettre en place une surveillance jour et nuit en fait. La surveillance, elle se fait en véhicule surélevé, type fourgon de déménagement, histoire d'avoir une position relativement haute en crête de digue et qui nous permet de visualiser et le talus côté Loire et le talus côté Val. Et alors surtout le talus côté Val, d'autant plus que c'est le passager qui va surveiller le talus côté Val. Et également une surveillance à pied ciblée sur des zones de fragilité qui sont identifiées dans le cadre des études de danger. Donc là, on est dans l'exploitation pure et simple de ces grands diagnostics qui nous permettent du coup de cibler la surveillance. Et notre force, alors je pense que sur le Rhône, ça doit être un peu pareil quand même, c'est la capacité d'anticipation en fait. Le Loiret est positionné à peu près au milieu du cours d'eau. On a, à partir du moment où l'Allier rejoint la Loire, la confluence Loire-Allier qu'on appelle le bec d'Allier, on a une bonne vision de ce qui va arriver chez nous en fait. Et ça, en fait, cette vision-là, on l'a 72 à 96 heures avant que l'eau arrive réellement dans notre département. En lien avec les prévisions du service de prévision des crues, qui va nous faire du coup sa prévision à une échelle de référence qui est justement positionnée au niveau de cette confluence Loire-Allier, c'est là où on va décider d'armer notre plan de surveillance d'Elvé, de briefer nos équipes, de rebriefer nos équipes quand même elles sont formées, de briefer nos équipes de surveillance sur qu'est-ce qu'on surveille, comment on surveille, quelle information on fait remonter. Et puis, donc on les briefe, on les amène sur le terrain pour effectuer avec eux à nouveau une reconnaissance du secteur de surveillance sur lequel elles vont positionner pendant les jours qui viennent. Et puis voilà, une fois qu'on a fait tout ça, nos équipes sont opérationnelles, elles sont déployées, elles ont un ensemble de matériel. Elles ont un ensemble de matériel qui leur permettent déjà d'arriver à faire les bonnes observations et faire les bonnes remontées d'informations. Elles ont des téléphones, pour l'instant des smartphones classiques, mais on travaille sur des réseaux radio qui nous permettent de sécuriser nos moyens de communication. Et puis, elles transmettent toutes leurs informations à une cellule positionnée au sein de la DDT de collecte des informations et d'expertise qui a pour rôle de synthétiser et de faire des propositions au centre opérationnel départemental de la préfecture, qui est le centre de la gestion de la crise en finale, pour soit lancer des travaux d'urgence si on sent qu'on a encore les capacités à intervenir avant qu'un désordre se constitue en brèche, ou alors des propositions d'évacuation des populations si la remontée d'informations qui nous vient du terrain montre qu'il y a un péril imminent et si les populations n'ont pas été évacuées au préalable. Pour faire tout ça, vous le voyez sur cette diapositive-là, c'est 36 agents déployés simultanément par période de 24 heures. Alors,
pour ça, du coup, sachant qu'une crue de la Loire, c'est à peu près une semaine de phase réellement de niveau d'eau assez haut. On a un vivier de un peu plus de 60 agents. À ces 60 agents, qui ne sont pas du tout des agents gestionnaires de Loire, on ajoute nos 16 agents métiers, on va dire, qui sont sur l'entretien courant, la gestion courante des systèmes d'endiguement, et qui viennent du coup en appui à ces agents qui sont déployés sur le terrain. Et puis du coup, cette cellule de collecte des informations d'expertise, qui est constituée d'à peu près 6 personnes, et qui vient alimenter le COD de la préfecture. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on fait, nous, en termes de surveillance d'élevée, qu'on n'a malheureusement jamais mis en œuvre dans la réalité, si ce n'est en exercice. Et voilà, qui est adapté à nos capacités à faire. Sur la mission de maîtrise d'ouvrage, je ne m'y attarde pas trop parce que j'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre un peu plus général. Mais voilà, sachez qu'on fait également des travaux des grands travaux de confortement de digues, nos digues étant relativement anciennes, voilà, notamment des travaux de réalisation d'écrans étanches avec la méthode de sol mixing dans le corps de digue. On s'amuse à détruire des maisons aussi, qui sont encastrées dans la digue, et on vient refaire leur talus par la suite. Et puis on a aussi, ça fait quelques années là, et on arrive au bout, on mène des campagnes de renforcement de pieds de digue, avec des enrochements qui nous permettent également d'avoir des pistes pour l'entretien courant des ouvrages, et donc du coup qui sont exondés seulement pour la période d'étiage. On travaille également sur l'amélioration des connaissances. Alors on pilote, on est maître d'ouvrage des études de danger. Les VTA, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on les fait faire par des bureaux d'études compétents en hydraulique, géotechnique, génie civil, etc. etc. On s'occupe de tout ce qui est capitalisation des connaissances, alors non pas avec l'outil CIRSDIG, mais avec une base de données SIG qui nous permet de faire du traitement d'informations derrière. Voilà, on n'est pas simplement sur une base de données d'information, on est sur une base de données de traitement, où du coup on croise nos données de désordre qui sont référencées en X, Y et Z, avec les données de niveau d'eau pour différentes crues, ce qui nous permet derrière de savoir à partir de quand peut être activer un désordre en fonction du niveau d'eau, et du coup de prioriser nos interventions de réparation en lien avec ce croisement. Sans m'y attarder, mais juste pour vous le dire, donc on est gestionnaire de digue, on est également gestionnaire du lit, la Loire. Dans ce cadre-là, notre intervention, elle se concentre également sur la protection des populations face aux risques d'inondation. Et la gestion du lit, on l'amène beaucoup dans cette optique-là, en fait. On entretient les grèves et les bancs de sable pour éviter que la végétation ligneuse se développe et qu'on conserve une bande active, donc une capacité d'écoulement toujours suffisante en fait. Et puis on a également des grandes opérations de rattrapage d'entretien, on va dire, où là on vient couper de la forêt alluviale, déboiser au final dans le domaine public fluvial, et où du coup on augmente la bande active, la surface d'écoulement, pour, voilà, en cas de crue de la Loire, ne pas rehausser les lignes d'eau. Et puis bien sûr, on fait tout ce qu'un gestionnaire de cours d'eau doit faire, c'est-à-dire traiter ses encombres, voilà, sans forcément tout enlever dans une optique environnementale, mais en tout cas en traitant ce qui peut poser problème en cas de crue. Voilà, quelques illustrations qui mettent en œuvre le matériel qu'on déploie pour ces différentes missions. On a également les missions de gestionnaire du DPF, j'ai fini. Autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial, convention de supervision de la navigation. On s'occupe également de la police de navigation. Je ne m'attarde pas sur le canal. Et combien on est pour faire tout ça? On est 21 agents pour s'occuper des digues et du lit et du canal. Voilà, structuré de cette façon-là. Donc on a 14 agents d'exploitation qui sont déployés sur le terrain et qui sont conducteurs d'engins. On a des partenaires
que vous connaissez pour beaucoup. Alors, nous, on dépend de la DRAL Centre Val-de-Loire, qui est aussi une casquette de maître d'œuvre agréé au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques, avec qui on travaille beaucoup, mais également voilà, d'autres partenaires. Les moyens matériels, on a toute une flotte d'engins, de véhicules, de fourgons, des bateaux et tout le matériel également pour la surveillance élevée. Un exemple de montant financier, là, alors j'ai pas mis l'exercice 2017, mais c'est à peu près équivalent. Là. En 2016, on avait 430 000 euros pour travailler au final. Donc fonctionnement des centres d'exploitation, je ne l'ai pas évoqué, mais on a on est structuré avec 2 centres d'exploitation. On renouvelle une partie de notre matériel avec ces crédits-là. On paye les VTA, on paye les petits travaux, si tant est qu'on les considère petits, parce que le traitement des terriers, le pose de grillage anti-fouisseur, le retrait de souche, ça rentre aussi dans ces enveloppes-là. Et puis on paye aussi du développement de prototypes, notamment dans le cadre du plan de surveillance d'élevée, avec des véhicules suréquipés. On a des crédits spécifiques pour les opérations de confortement de digues, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour les opérations de restauration du lit également, où on va chercher des crédits de l'Agence de l'eau et du FEDER. Et j'en ai fini. Alors, dans les 430 000 euros, il n'y a pas la masse salariale, en fait. Voilà. Il fallait bien que je laisse un peu de suspense, quand même. Alors, étudier, pas depuis que je suis arrivé, on ne s'est pas reposé la question depuis que je suis arrivé, mais le problème du pâturage sur l'élevé en remblai, en terre, tel qu'on les a chez nous, au final, c'est le piétinement qui pose problème, en fait. Alors, en effet, la tonte par les moutons, c'est bien, et on déploie ça, en fait, sur le domaine fluvial naturel, en fait, où, en effet, on a des partenariats avec, notamment, chez nous, le Conservatoire des espaces naturels Centre Val-de-Loire, qui conventionne avec des éleveurs pour venir faire pâturer les bêtes. Donc nous, ça nous va bien dans le sens où du coup la gestion de la forêt alluviale, elle se fait par ce biais-là. Par contre, sur les digues, c'est plus compliqué parce que le piétinement nous pose souci. Ça se passe qu'en 2024, il y a une partie de mes missions qui partiront. Donc voilà, la Loire bénéficie d'une exception dans la loi MAPTAM, dans le sens où la mise à disposition des digues gérées par l'État auprès des EPCI se fait 10 ans après la promulgation de la loi. Donc voilà, en janvier 2024, 28 janvier je crois, l'État arrêtera les missions de gestionnaire de digues. On conservera les missions de gestionnaire du lit, et du coup on travaillera en étroite collaboration bien entendu avec les collectivités, mais en tout cas on n'aura plus cette mission de gestionnaire de digues. Et donc les collectivités, les EPCI sur notre territoire se concertent pour savoir comment récupérer cette gestion. Alors, notamment, c'est 550 km, enfin oui, c'est presque 600 km de digues domaniales gérées par l'État. C'est tout le travail également mené par le Loire là dans le cadre de son projet d'aménagement d'intérêt commun, où elle aide les collectivités à savoir quel outil déployer pour gérer ces ouvrages. Et puis, au final, nous, on est là aujourd'hui, enfin depuis le 1er janvier 2018, on est déjà dans une position de travailler pour le compte d'eux en fait. On a conventionné avec chaque EPCI concerné par un système d'endiguement domanial pour réaliser au final la gestion des digues telle qu'on le faisait depuis plusieurs années, mais cette fois pour leur compte en fait. Voilà. Et donc, quand bien même on était transparent sur ce qu'on faisait auparavant, alors les collectivités s'y intéressaient plus ou moins, mais aujourd'hui, maintenant, on a formalisé le rapportage de ce qu'on fait auprès des collectivités dans le cadre de ces conventions et par des outils, voilà, des rapports, des réunions qui nous permettent de préciser aux collectivités ce qu'on a fait sur une année donnée. Alors concrètement, oui, si on prend le cas, par exemple, du Val d'Orléans, du système d'endiguement du Val d'Orléans, 43 km de digues, 3 EPCI concernés. Aujourd'hui, ça se passe très bien.
nous, État gestionnaire de digue, on ne travaille pas avec une vision de découpage administratif. Alors, il y a quand même le découpage départemental, mais on travaille très bien aussi avec nos collègues. Mais du coup, aujourd'hui, ça se passe très bien. Les conventions qu'on a mises en place dans le cadre de la GEMAPI, là, pour travailler jusqu'en 2024, elles intègrent le fait qu'on gère un système d'endiguement dans toute sa cohérence hydraulique. Et en effet, tout l'enjeu pour demain, pour 2024, au final, c'est à ce que notamment ces 3 collectivités, mais au final, mon collègue de l'EPLOA a parlé de continuum de système d'endiguement à partir du moment où on passe le bec d'Allier, en fait. Tout l'enjeu pour les collectivités, c'est de s'organiser de manière pertinente pour gérer ces systèmes d'endiguement qui ont des interrelations les uns entre les autres d'une façon globale et pertinente, en mutualisant les moyens, enfin voilà, avec toutes ces difficultés. Donc la réflexion, elle est lancée, elle est loin d'avoir abouti, mais en tout cas, les collectivités ont conscience que c'est un enjeu, en effet, et qu'elles ne peuvent pas gérer en regardant simplement par leur lorgnette le tronçon de système d'endiguement qui est sur leur territoire.